Comment préparer son financement immobilier? Aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que pour obtenir un prêt immobilier, il suffit d'avoir un CDI et un bon salaire. Mais dans la réalité, les banques regardent beaucoup d'autres choses. Et parfois, un dossier qui paraît bon peut quand même être refusé. Et le problème, c'est que beaucoup découvrent ces notions une fois qu'ils ont trouvé le bien de leurs rêves. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on reprenne ensemble les bases du financement immobilier. Pas avec du jargon bancaire compliqué. Simplement, comme si on en discutait assis autour d'une table. On va voir ce que signifient réellement des termes comme l'apport personnel, le taux d'effort, la capacité d'emprunt, l'assurance emprunteur ou encore le prêt à taux zéro. Parce que comprendre ces notions avant de chercher un bien, ça peut éviter énormément de stress, de mauvaises surprises et parfois même un refus de prêt. Quand quelqu'un commence un projet immobilier, la première question qu'il devrait se poser c'est « pour combien je peux acheter ?» Et c'est justement ce qu'on appelle la capacité d'emprunt. La capacité d'emprunt, c'est le montant maximum que la banque accepte de vous prêter. Mais attention, ce n'est pas juste une question de salaire. La banque va regarder énormément d'éléments. Vos revenus, bien sûr, mais aussi vos crédits en cours, votre reste à vivre, votre stabilité professionnelle, votre épargne, et parfois même la façon dont vous gérez votre compte. Et ça, beaucoup de personnes l'oublient. Vous pouvez avoir un revenu correct, mais si vos comptes sont régulièrement à découvert, ou que vous dépensez tout ce qui reste chaque mois, la banque peut considérer le dossier comme risqué. Par exemple, imaginons un couple qui gagne 4 500 € par mois, avec très peu de charges. La banque pourra facilement suivre un projet plus important que pour une personne seule, avec plusieurs crédits à la consommation en cours. Mais il y a aussi une autre chose importante à comprendre. La capacité d'emprunt bancaire n'est pas forcément la capacité d'emprunt confortable. Et ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'entre ce que la banque accepte et ce qui vous permet de vivre confortablement, pour pouvoir voyager, profiter et gérer les imprévus de la vie, il peut y avoir une très grosse différence. Et justement, pour déterminer cette fameuse limite, les banques utilisent un indicateur très connu, le taux d'effort, ou taux d'endettement. Le taux d'effort, c'est la part des revenus qui partent dans le remboursement de votre crédit. En gros, la banque regarde combien votre mensualité représente par rapport à ce que vous gagnez chaque mois. Aujourd'hui, dans la majorité des cas, les banques essaient de rester autour des 35%. Donc pour illustrer mon propos, si votre foyer gagne 3 000 € par mois, les mensualités totales dépasseront rarement les 1 050 € par mois. Mais là encore, il faut faire attention à ne pas voir ce chiffre comme une règle magique. Parce qu'un couple sans enfant qui gagne 3 000 € par mois n'aura pas du tout le même confort qu'une famille qui gagne la même chose mais qui a 3 enfants. C'est pour ça qu'il faut aussi penser à son quotidien. Quand on achète un bien, on pense souvent au prix d'achat. Mais on oublie parfois les travaux, les taxes, l'énergie, l'entretien ou simplement le fait de continuer à vivre normalement. Et honnêtement, parfois, emprunter un peu moins permet de vivre beaucoup mieux derrière. Et il y a justement un élément qui permet de rassurer les banques sur votre capacité à gérer votre budget, l'apport personnel. L'apport personnel, c'est l'argent que vous mettez dans le projet de votre poche. Et aujourd'hui, dans beaucoup de dossiers, c'est devenu extrêmement important. Pourquoi? Parce que pour la banque, l'apport est souvent vu comme une preuve de sérieux et de stabilité. Cela montre que vous êtes capable d'épargner, d'anticiper et de gérer vos finances. Si vous achetez un bien à 250 000 € et que vous apportez 25 000 €, la banque aura généralement davantage confiance que si vous financez absolument tout à crédit. Souvent, l'apport sert à couvrir les frais de notaire et les frais annexes. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que beaucoup de gens découvrent un peu trop tard. Quand on achète un bien, il n'y a pas que le prix affiché. Parce qu'en plus du prix du bien, il faut intégrer tous les coûts liés au financement. L'assurance emprunteur. L'assurance emprunteur, c'est une assurance liée au crédit immobilier. En cas de décès, d'invalidité ou parfois d'arrêt de travail, elle peut prendre en charge le remboursement des prêts selon les garanties prévues. Et ça, beaucoup de personnes le voient juste comme une obligation bancaire. Alors qu'en réalité, c'est aussi une protection pour vous et pour votre famille. Imaginez demain un accident ou un problème de santé important. Sans assurance, le remboursement du prêt pourrait devenir extrêmement compliqué. Mais il y a aussi un autre point important, c'est son coût. Parce qu'on parle souvent du taux de crédit. Mais l'assurance peut représenter plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros sur la durée totale du projet. Prenons un exemple. 2 banques peuvent proposer exactement le même taux, mais avec des assurances différentes. Au final, le coût global du crédit peut changer énormément. Et puisqu'on parle du coût réel du crédit, il y a un terme que beaucoup de gens entendent sans vraiment savoir ce qu'il signifie. Le TAEG, le taux annuel effectif global. Il représente le coût réel du crédit. C'est en quelque sorte le véritable prix de votre prêt, parce qu'il inclut le taux bancaire, mais aussi le taux d'assurance, les frais de dossier et certaines garanties. Donc quand vous voyez une banque qui affiche un taux attractif, vérifiez les frais qu'elle met autour et comparez bien leur offre à une autre, car elle ne sera pas forcément meilleure. C'est d'ailleurs grâce au TAEG que vous pourrez comparer ces offres. Et selon votre profil, il existe certaines aides qui peuvent alléger le financement.
le prêt à taux zéro ou PTZ. Le PTZ est un prêt aidé par l'État, sur lequel vous ne payez pas d'intérêt. Il est principalement destiné aux primo-accédants, donc aux personnes qui achètent leur résidence principale pour la première fois, ou qui n'ont pas été propriétaires récemment. Mais attention, le PTZ ne finance généralement qu'une partie du projet. Il vient juste compléter un prêt classique. Prenons par exemple un jeune couple qui achète son premier appartement. Ils peuvent financer une partie du bien sans payer d'intérêt dessus, ce qui réduit la mensualité globale. Et honnêtement, ça peut parfois faire la différence entre un projet réalisable et un projet refusé. Et puis, il existe des solutions un peu plus spécifiques pour certaines situations. Le prêt relais. Le prêt relais permet d'acheter un nouveau bien avant d'avoir vendu l'ancien. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les propriétaires qui veulent changer de maison. Pour faire simple, vous avez trouvé une nouvelle maison, mais votre appartement actuel n'est pas encore vendu. La banque peut vous avancer une partie de la valeur du bien actuel pour vous permettre de faire la transition. Mais attention, ce type de montage demande une vraie stratégie, avec une estimation réaliste du bien à mettre en vente. Parce qu'un prêt relais mal préparé peut très vite devenir un problème. L'hypothèque. L'hypothèque est la garantie prise par la banque sur votre bien immobilier. En gros, si vous ne remboursez pas le prêt, la banque récupère les sommes dues en revendant votre bien. C'est une sécurité pour elle. Et selon les dossiers, il peut aussi exister d'autres types de garanties, comme la caution bancaire. Donc si on résume simplement, la banque regarde votre capacité d'emprunt, votre taux d'endettement ou d'effort, la présence d'un apport personnel, le coût global du crédit avec l'assurance emprunteur, le TAEG, et parfois certaines aides comme le PTZ. Et honnêtement, beaucoup de projets échouent, non pas parce que les revenus sont trop faibles, mais simplement parce que le financement n'a pas été assez préparé en amont. Et finalement, préparer son financement immobilier, ce n'est pas juste voir si la banque dit oui, c'est surtout comprendre ce que l'on peut réellement se permettre pour éviter de se mettre en difficulté plus tard. Parce qu'un achat immobilier doit rester un projet de vie, pas devenir une source de stress permanente. Si cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair, vous pouvez retrouver d'autres vidéos pédagogiques sur la chaîne, ainsi que des conseils complémentaires sur le blog juste en dessous. Et si vous connaissez quelqu'un qui prépare un achat immobilier, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo, ça peut vraiment lui éviter certaines erreurs.